tout petit au village. Bon, j'avais, je pense, 7 ans, 8 ans à peu près. Hein, ça ne nous rajeunit pas. Et elle était à Loka, on l'accompagnait. Et puis quand elle m'a parlé effectivement de... Van Dostor, il faisait sa thèse sur les plantes, l'usage des plantes. Et on a gardé contact jusqu'à aujourd'hui. Et quand elle m'a proposé, elle m'a présenté, disant, Jean, je fais une exposition sur l'art des marrons, mais aussi des Amérindiens. J'ai dit, ben oui, il n'y a pas de souci. S'il faut intervenir rapidement, pourquoi pas partager un moment de découverte de l'histoire de ces populations qui restent aujourd'hui, oui, on peut dire que les gens connaissent de plus en plus l'histoire des peuples que j'appelle des marges de la Guyane, mais il fut un temps, non. Hein. Quand on dit Sahamaka, bon ben Sahamaka, c'est Boni, c'est Duka, tout était mélangé. Même encore aujourd'hui, il y a tout de même cette confusion. Hein. Les Bushinengue, c'est le terme générique qui regroupe 6 groupes quand même. Hein. Donc, dans les Sahamaka, Matawai, Kwinti, Pamaka, Boni, Aluku, Duka, etc. Donc, alors, j'ai réfléchi à un sujet, donc quand elle m'a demandé, je dis ben pourquoi pas traiter rapidement de l'histoire rapide de ces populations. Pourquoi ce sont des produits de l'histoire coloniale? Mais effectivement, ce sont des produits de l'histoire coloniale. Les Bushinengue sont des descendants d'esclaves marrons du Suriname, 18e siècle. Leur origine remonte en Afrique, bien sûr, l'Ouest africain. Alors aujourd'hui, il y a des grands débats où on égyptologise tout, mais c'est beaucoup plus l'Afrique de l'Ouest. Et à partir de là, bon, s'il y a des éléments d'Égypte, pourquoi pas, mais c'est l'Afrique de l'Ouest avant tout. Et donc, arrivé au Suriname, ben, à partir dès 1690, on a déjà la trace des premiers marrons au Suriname. Hein. Et l'ancêtre des marrons, c'est par exemple les Machao, c'est les Sahamaka. On a cette trace-là, Price développe. Et en même temps, c'est parti. Alors, donc, mais c'est véritablement à partir de 1712 que le grand marronnage a démarré pour ces populations-là, et ça va donner naissance, bien sûr, aux différents groupes que nous connaissons. Alors, partout dans les Amériques, surtout l'Amérique des plantations, le marronnage est inhérent à la société esclavagiste. Partout, il y a eu de l'esclavage, il y a eu du marronnage, alors, un peu individuel ou collectif, mais le Suriname offre une certaine originalité, comme le Guyana, comme le Venezuela, avec les Aripeños, comme au Brésil, avec les Quilombos, hein, etc. Et à la Jamaïque également, avec les Maroons. Et les Bushinengue représentent cette originalité. Comment des groupes qui ont certes fui l'univers esclavagiste, et en même temps résister, parce que là se pose la question, est-ce que fuir c'est résister? Toute une réflexion autour de ce concept-là. Non seulement ces groupes ont fui, mais ils ont résisté lorsque le colonisateur hollandais a cherché à les ramener dans les habitations et du coup est obligé les Hollandais à signer un traité de paix. Alors un traité de paix qui imite le modèle jamaïcain. Donc le 10 octobre 1760, il y a eu la signature avec les Marrons Duka. Dans ce traité-là, alors aujourd'hui on demande pardon, mais dans ce traité on évoque déjà le pardon. Hein. Les Hollandais reconnaissent un peu leur action, demandent pardon et l'oublient justement du passé. Et dans ce traité, il était stipulé aussi, ben, il fallait aider les Hollandais à chasser d'autres marrons, comme ça s'est fait à la Jamaïque. Bon, les Sahamaka, c'est le 19 septembre 1762. 19 septembre. Et donc, une fois ces groupes ont signé des traités de paix, alors spécialiste de ces groupes, je profite, donc Richard Price reste incontournable pour les Sahamaka, il faut pas l'oublier, et même Herskovitz quand même, qui fait partie des premiers hein, à travailler sur les Sahamaka, et ensuite Price est venu, puis il y en a d'autres. Et les Duka, beaucoup d'auteurs aussi, une formidable production anthropologique et historiographique aussi. Bon, on peut citer quand même comme nom Todon van Velsen,
qui a travaillé sur ce groupe. Il est mort dernièrement d'ailleurs. Hein. Il y a aussi Thomas Polymé qui est aussi Diouka. Bon, il est aux Pays-Bas et qui a écrit aussi sur l'histoire de son groupe. Et ces groupes ont signé donc des traités de paix et à partir de là émergent d'autres groupes qui n'ont pas eu la chance de signer de traités de paix, notamment les Boni, il y a des Matawai, mais ils vont signer plus ou moins, ça va être annulé, mais ils vont signer quand même, eh bien, vont poursuivre la résistance. Et en 1776, alors Stedman, pour aller vite, Stedman, dans le récit, raconte un petit peu cette expérience au Suriname en matière de guerre avec les Marrons-Boni. Et Stedman n'a jamais vu Boni aussi. Pourtant, il y a une image qui circule qui dit « Voici Boni, le nègre rebelle ». La plupart des Boni disent « C'est Boni qui est là ». Mais non, c'est pas Boni. Stedman n'a jamais rencontré Boni. Et ça, j'ai toujours dit à certains de mes amis, il dit non, même des anciens, parce que c'est une photo qui était sacralisée. Même mon grand-père avait mis ça dans sa maison. Il ne faut pas montrer cette photo aux gens. C'est notre chef. Donc les Boni vont quand même, ils vont traverser le Maroni en 1776 et ils vont remonter ce fleuve. Et en remontant ce fleuve, ils vont rencontrer des Amérindiens. Les Diouka n'ont pas emprunté le Maroni. Ils sont passés par la forêt pour atteindre le Tapanaoni. Souvent, aujourd'hui, on dit que les Diouka ont remonté le Maroni. Non, les seuls groupes à avoir fait ça, ce sont les Boni. Les Diouka, donc, en obtenant leur traité de paix en 1760, s'installent dans le Tapanaoni, à l'intérieur des terres. Les Sahamaka quittent, ils étaient à la Matawai rivière, en fait. On appelle la région des Sahamaka, où était le Sahamaka? Donc, c'est la Sahamaka rivière, désolé. Et ils vont quitter ce fleuve et s'installer sur la Suriname rivière. C'est le grand fleuve, quand vous allez à Paramaribo, vous traversez. À l'origine, les Sahamaka n'étaient pas en amont. C'est après, ils vont quitter la rivière qu'on appelle Sahamaka. Donc, ils ont pris le nom amérindien. Enfin, ils ont été désignés par leur lieu géographique où ils étaient implantés. Les Matawai, les Kwinti, pareil, les Kwinti ont pris le nom du fleuve Kuronting. Mais c'est une transformation, on ne dit plus maintenant déformation, c'est une transformation du mot Kuronting qui est devenu Kwinti. Voilà. Et donc, ces groupes sont issus du marronnage, un gros marronnage au XVIIIe siècle, et ce qui les caractérise, c'est le fait aussi d'avoir fabriqué leur propre identité. Une identité qui puise à la fois des éléments des colonisateurs du Suriname, puisqu'il y avait des Anglais au départ. Donc, la structuration de la langue de ces populations, comme dit d'autres auteurs, Bettina Mig, Arens, il y a plein d'auteurs, de linguistes qui ont travaillé sur la question des langues. Et donc, ils puisent dans des éléments du colonisateur, c'est-à-dire l'anglais, par exemple. L'exemple de la langue porte le témoignage le plus flagrant. Beaucoup de vocabulaire, même moi, j'ai publié un article là-dessus, j'ai dit, c'est pas vrai. J'aurais appris ma langue, étudier ma langue, j'aurais été mieux en anglais. Parce que 80%, c'est que de l'anglais. Les verbes d'action, les verbes d'action, de la perception, parce que ce sont des sociétés, des groupes, des Africains arrivés donc en Amérique qui ont été déterritorialisés, donc se sont reconstitués à partir des éléments qu'ils trouvaient au sein de la plantation. Donc, la culture des planteurs joue un rôle. Vous avez aussi le vocabulaire, par exemple, des Juifs ashkénazes, mais aussi séfarades, venus du Brésil, mais aussi des Pays-Bas. Mais on a aussi du français, mais du vieux français, très peu, du vieux français. Mais là aussi, c'est dû à quoi? Lors de la révocation de l'édit de Nantes en 1680, à chaque fois je me trompe avec cette date, 85 ou 83, ça allait m'aider, les Juifs quittent, les protestants du moins, les protestants quittent la France, s'installent aux Pays-Bas et puis regagnent le Suriname qui pratiquait la tolérance religieuse. Donc, il y a des plantations qui ont encore des régions à Paramaribo, Ma Retraite, Montsouci,
ce sont des noms français. Par exemple, les Bushinengue ont intégré aussi le nom des plantations. Par exemple, du Pérou. Du Pérou, ça vient de la région de Marseille, du Pérou. Hein? C'était un planteur. Jean de la Faye. Chez les Djuka, il y a un groupe qu'on appelle Nyamfaye. Nyamfaye, il dit c'est celui qui mange le feu. Mais non, c'est la transformation du mot Jean de la Faye. Et je le développe bien dans cet ouvrage. Hein. C'était un planteur français. Hein. Donc, il y a beaucoup d'exemples là-dessus. Ensuite, la colonisation n'a pas tout broyé, puisque au Suriname, les esclaves aussi, comme il n'y avait pas d'évangélisation jusqu'en 1819, donc les esclaves pratiquaient les cultes africains à l'intérieur de la plantation. Ben, j'ai été surpris quand l'image qu'on a d'aujourd'hui, il faut dire, mais c'est un système mortifère, ça reste mortifère. Mais au Suriname, ils pratiquaient les cultes, l'interrogatoire post-mortem. On a des photos qui témoignent, et en même temps des témoignages, par exemple, du Suisse Marc Warneri. Marc Warneri. C'est un Suisse, il arrive au Suriname, il était au milieu de 128 nègres. Et il raconte, il entretient une correspondance avec sa famille restée en Suisse, et il raconte un peu ce que les esclaves font, quelle langue ils parlent. Et les esclaves lui demandaient, ben, on a besoin d'une semaine parce qu'on a un charpentier, un esclave charpentier qui est décédé. Donc, ben, ils donnent, oui, une semaine, et qu'ils vont récupérer après. Le jour de l'an arrive, eh ben, on a besoin d'une semaine pour fêter, et ils vont récupérer après. Donc, ils racontent tout ça. Donc, on découvre un petit peu, à travers les écrits du planteur, des éléments qui touchent à la vie de l'esclave. Alors, ça ne veut pas dire que la vie était si gentille, sinon ils n'auraient pas marronné. Le système esclavagiste hollandais était comme dans les colonies protestantes, c'était très dur quand même. Parce que la plupart des colonies protestantes, il y a eu plus de marronnage que dans les colonies, on va dire, latines. Hein, prenons par exemple la Jamaïque, une communauté marronne, hein, ou le Suriname, ou le Guyana. Hein. Bon, donc des éléments de la culture des colonisateurs, mais aussi des éléments de la culture des Africains eux-mêmes, puisqu'il y a un processus de réafricanisation à l'intérieur de la plantation. C'est la raison pour laquelle, dans les communautés Bushinengue aujourd'hui, vous allez trouver des éléments du Congo. Par exemple, chez les Sahamaka, le dieu suprême s'appelle Zambia Pongu. Ça signifie le dieu suprême. Hein. Chez les Boni, Bashinana, Marie peut confirmer, dans la région des Anis, de la Côte d'Ivoire, la divinité de la terre, Maoussassi. Maoussassi, c'est l'esprit de la terre, ben, ça vient de la région des Anis, Côte d'Ivoire, hein, pour que vous puissiez voir un petit peu la région. Ghana. Chaque jour, ça n'existe plus. Un Boni naissait le lundi, mardi ou Djuka, Pamaka, pareil, portait le nom du jour. Ça a disparu aussi. Ben, on trouve cette pratique encore en Afrique de l'Ouest. Par exemple, le vendredi, c'est Afiba. Ben, on a des gens qui s'appellent Afiba chez nous, chez les Bushinengue. Kwaku, c'est le mercredi. Eh bien, là aussi, confusion. L'homme politique surinamais a bien exploité cette idée en érigeant la statue marron, la statue du nègre marron au Suriname, 1963, et ils l'ont appelé Kwaku. Kwaku Kotiketi. Alors, si on traduit mot à mot, Kwaku a brisé la chaîne. Mais c'est pas ça, c'est Kwaku, le jour de la libération, en fait. Puisque le premier mercredi de 1863, le 1er juillet 1863, c'est un mercredi, pour que les esclavisés retiennent ce jour dont ils l'ont appelé Kwaku. Donc aujourd'hui, au Suriname, au niveau de ce monument, qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est Kwaku. Mais chez les Sahamaka, il existe un leader Kwaku. Chez les Boni, pareil. Chez les Djuka, pareil. Et chez les Créoles du Suriname, pareil. Donc c'est un monument qui fait consensus, puisqu'on est dans le cadre aussi de l'élaboration de l'identité nationale du Suriname, ou une histoire qui va s'inscrire contre l'ordre colonial, comme ce qui s'est passé en Guyane française, en Martinique, à partir des années 60. Donc processus, je reviens sur l'Afrique, le vocabulaire, beaucoup de mots, mama pima, les insultes, bansa, enfin,
le bassin, enfin, Mboma, Mboma Futu, la cuisse. Bon, bref, beaucoup de mots. Même moi, je n'ai relevé plus de 100, hein, comme ça. Majomina. Majomina, c'est... comment on va dire ça? Comment on va traduire Majomina, Marie? Là, en gros, ça signifie, quand on traduit bien, cet élément qui va enlever le mal, en fait. Hein? Payer quelque chose. Hein? Réelou, par exemple, malheur à. Ça, c'est en Afrique de l'Ouest, ça existe encore aujourd'hui. Surtout dans la région de la langue des Adja-Evé, on retrouve l'Afrique est vraiment présente dans les communautés marées. Et Jean Hiro a tout à fait raison d'appeler les Africains de Guyane. Alors, on a vu ces photos. Et même dans ton ouvrage, ta thèse, Marie, sur le pinda, hein, les variétés d'arachide, hein, le riz, pareil. Les Bushinengue ont gardé ça encore dans leur imaginaire. Ben, pareil pour si on prend les contes, pareil, Maman de l'eau, hein, ça aussi, c'est présent. Et puis, on reprend les divinités, pareil. Divinité de la forêt, divinité du fleuve, divinité du ciel. Bon, il y a cette représentation de la manière de penser le monde, hein, et de l'habiter qui est encore présente dans les communautés marronnes, hein, même si aujourd'hui, il y a des nouveaux, comment on va dire ça pour ne pas choquer. Il y a de nouvelles manières de croire qui s'installent, l'évangélisation des populations qui étaient épargnées par ce processus évangélisateur, mais aujourd'hui, tout le Maroni, ses enfants, bon, vont critiquer la religion traditionnelle de leurs parents. C'est le diable. Hein? Donc, autre élément, il ne faut pas que j'oublie, c'est l'apport des Amérindiens. Les Amérindiens aussi, même si les Marrons ont transformé la vie des Amérindiens, les Amérindiens ont aussi modifié leur manière de vivre aussi dans cet environnement forestier. Certains, quand on dit ça, ouais, l'Amérindien m'a rien appris. Attends, le Kwei, ça vient de quoi? Kwei, le petit cache-sexe là, ça s'appelle Kwei. Chez les Kalignans, c'est Kwei, hein? On a appris. Le mot Yoka, chez nous, c'est l'esprit des morts. Eh bien, le Yoka, chez les Amérindiens, c'est le diable, Yolok. Vous voyez, chez les Kalignans. Donc, on a appris, il y a beaucoup de choses. Mais il faut étudier pour savoir, en fait. Sinon, on peut nier. Bon, là aussi, pour la fabrication des pirogues, il y a eu des échanges entre les deux. Donc, je passe au niveau des Amérindiens, mais au niveau des Créoles aussi. Les Créoles qui arrivent sur le Maroni à la fin du 19e siècle, surtout avec l'activité aurifère, modifient aussi la société, enfin, la culture, enfin, transforme la culture des Marrons Bushinengue, que ça soit Djuka, Pamaka et Sahamaka également, puisqu'ils vont venir, les Sahamaka, à la fin du 19e siècle, en Guyane française. Je prends un exemple venant de chez nous, chez les Aloukou et même chez les Djuka. Vous voyez le poteau de la maison, vous appelez en créole Tchoubois. C'est ça? Chez les créoles, Tchoubois. On Tchoubois. Pied bois. Si, Tchoubois, si. Mais chez les Bushinengue, ma grand-mère me dit, tu dis que tu es ici, où est le Tchoubois de ta maison? Tu vois? Je dis, ah. Ou bien, tu me prends pour du bon cœur, je traduis mot à mot. Il faut boncho. Mais quand on le dit en Nengetongo, on pense que c'est du Nengetongo. Et boncho, c'est créole. Hein? Ou bien, pareil, je prends, c'est les Djuka, on dit aussi wan lachioko. Chez les Aloukou, pareil, Pamaka. Lachioko, bah, quand mon grand-père parlait de lachioko, j'ai eu un lachioko, bah, c'est une petite maison, bon, c'est tout. Mais c'est du créole, lachioko. Et c'est vrai, la maison a les plumes du oko, en fait. Donc, il y a tellement de choses qu'on a gardées, mais comme on ne les a pas étudiées, on ne peut pas savoir tellement. Donc, là aussi, fabrique d'une identité originale et puis une organisation de leur propre société. Chez tous les Marrons, il y a un grand mort, il y a des capitaines, et aujourd'hui, le système est malade. Mais
à l'époque, c'était bien structuré quand même. Hein. Mais il ne faut pas l'abandonner parce qu'il reste quand même des médiateurs incontournables dans l'organisation, malgré tout, des sociétés bushinengue. Le pouvoir représentatif n'a pas encore tout à fait corps avec la société, les sociétés bushinengue. Alors, quelles sont les nouvelles tendances aujourd'hui? À partir des années 60, quand même, globalement, processus de transformation des sociétés bushinengue en général. Si on reste sur le Maroni, c'est le processus de la francisation qui démarre. Alors, les Amérindiens refusent la nationalité, pas tous les Amérindiens. Là aussi, on dit tous les Wayana, c'est pas tous les Wayana, hein, c'est une partie. Donc, refuse la nationalité française, les Boni acceptent, création des communes du fleuve Maroni, notamment Maripasoula en 69, Grand Senti Papaïchtan, Apatou, même Apatou n'était pas là-dedans, mais on l'appelle comme ça, c'est Grand Senti Papaïchtan, la commune. Et Apatou est dans le territoire de cette commune-là. Et puis en 76, Apatou se sépare de Grand Senti Papaïchtan. Et en 93, Papaïchtan se sépare, non, Grand Senti se sépare de Papaïchtan, donc des communes monoethniques en général, sauf Maripasoula qui devait être la commune qui rassemble l'ensemble des groupes, en gros, créoles avant tout, amérindiens et Boni un petit peu, puisqu'il y avait une commune Boni représentée par Papaïchtan. Et voilà, donc francisation, mais aussi néerlandisation également du Maroni. Au Suriname, à l'intérieur des terres, chez les Diouka, chez les Pamaka, chez les Sahamaka, avec l'installation des écoles. Hein? Bon, l'école, par exemple, de Nassau date de 1947. Langatabiki, là, sur le Maroni. Chez les Diouka, 1949, on a aussi. Alors, Kotika du Haut-Maroni, 1930, ils ont démarré, mais ça n'a pas tenu. Et la guerre arrive. Du coup, véritablement, c'est à partir des années 50 que l'école de Kotika Kotika du côté Suriname, hein, pas vers Saint-Laurent, Papaïchtan. Eh bien, cette école internat, Langatabiki, hôpital, mise en place d'un hôpital clinique, quoi, en fait. Et puis, la guerre civile balaye tout ça. Chez les Sahamaka, pareil, installation des écoles à l'intérieur, mais ça, ce sont les missionnaires moraves, c'est-à-dire Ernütter, on les appelle les Ernütter. Et ces groupes ont joué un rôle dans l'alphabétisation des populations de l'intérieur que l'État ne s'était pas vraiment intéressé, hein, ça il faut le reconnaître, comme les Homes, très bien décrits aujourd'hui, mais les Homes ont joué un rôle à Maripasoula. Hein, je ne parle pas d'ailleurs, mais je prends l'exemple de Maripasoula dans la prise en charge des enfants du fleuve Maroni. Et il faut le reconnaître. Hein. Et beaucoup, aujourd'hui au Suriname, qui sont devenus avocats, médecins et enseignants, sont issus de l'école des frères Moraves. En Guyane, ça a été un petit peu pareil. Prenons par exemple Yves Tolenga, qui nous a quittés dernièrement, est sorti des Homes de Maripasoula, devenu premier enseignant du fleuve Maroni, et il est allé enseigner à Papaïchtan jusqu'à sa mort. De les années 74, il démarre. Donc, vous voyez un petit peu, donc, après, donc, création des communes, au niveau du Maroni, à l'intérieur des terres du Suriname, c'est l'installation des établissements à la fois ecclésiastiques, mais aussi administratifs, hein, un petit peu. Et puis les Diouka, les Sahamaka et les Pamaka commencent à avoir la nationalité française, la nationalité surinamienne à partir des années 60. Pas avant. Hein. Et non-famille, mise en place des noms patronymiques, comme pour la Guyane française, chez les Boni, chez les Diouka qui habitent à Grand Senti ou à Apatou. L'installation des noms patronymiques, c'est à partir des années 60, quoi. Ah, alors, des bricolages aussi, parce que mon grand-père s'appelle Momou, mais ça, c'était son nom de village, son petit nom unique, qui est devenu son nom de famille, et on a ajouté un prénom, Raoul. Voilà. Et puis, ainsi de suite, hein, donc les familles commencent à se constituer. Chez les Bushinengue, c'est pas le père qui transmettait l'appartenance au groupe, à la lignée, c'est la mère. Nous sommes avant tout des sociétés matrilinéaires et pas du tout, faut nuancer, et moins patrilinéaires. Le père est responsable de ses nièces, de ses oncles, et même ses biens
n'était pas donné à ses enfants. C'est à sa famille. Si la famille souhaite, oui, il n'y a pas de souci. Donc, il n'y avait pas de guerre. Aujourd'hui, on a des conflits par rapport à ça. Il y a des conflits qui se développent. Donc, société matrilinéaire. Et alors, quand on parle de patrimoine, c'est plutôt du matrimoine. Hein, devrait-on peut-être utiliser, parce qu'on est beaucoup plus dans ce domaine-là. Même le capitaine qui parle. Mais j'ai vu au village, j'ai côtoyé les anciens, Madame Fleury pourrait en témoigner. Il y a des femmes qui disent au capitaine, tu as intérêt à dire ce qu'on t'a dit. Hein? Hein? Même des oncles, tu as intérêt à aller dans notre sens. Eh bien, quand tu vas parler, ah, c'est ça, il faut faire. Mais il n'est que porte-parole par moment. Sauf quand il faut trancher, il tranche, mais il écoute ce qui se passe derrière. Pareil, donc, ensuite, c'est la conversion. Alors, dès la fin, je remonte un petit peu dans le temps, dès la fin du 19e siècle, eh bien, c'est l'activité aurifère qui arrive. Et cette activité aurifère amène dans la vie de ces populations marronnes qui n'avaient pas les biens du monde colonial, le matériel, la transformation de l'alimentation. Hein? C'est par exemple le sel qui arrive, fin 19e siècle. Avant, c'était pas le sel, c'était le sel de bois. Hein, en gros, on va dire les condiments, hein, la farine, l'huile, hein, l'huile de maripa, hein, traditionnelle, c'est l'huile industrielle qui fait son entrée. Les viandes salées. Donc, fin 19e siècle, transformation de l'alimentation de ces populations, transformation également de la manière de s'habiller. Progressivement, le pagne, c'est vrai, ça va se développer à fond, mais la tenue du monde colonial commence à faire son petit chemin. 1904, j'ai des photos de chefs habillés, pantalons, chemises, etc. C'est pas démocratisé, hein, mais arrivé en ville, puisque ça, des fois, les gens n'aiment pas l'entendre, mais arrivé en ville, les Bushinengués devaient enlever le pagne à l'île aux lépreux, hein, pour mettre la tenue de la ville. 1886. Hein, et même le livre de Roucou, Jacques Perret en parle aussi. Mais c'est pas dans ce livre, j'ai lu, c'est vraiment un document d'archives qui raconte comment la ville pénitentiaire pratiquait cette politique-là aussi de population sauvage, population civilisée. On était dans cette dynamique-là de toute façon. C'est le contexte. Donc, l'habillement se transforme. Et ensuite arrive les fils, enfin, la couture, là. Il faut m'aider parfois. Hein. D'ailleurs, tu as montré plein, là. Les panguis arrivent, mais la broderie, puisqu'il faut acheter où on achète les fils, c'est à Paramaribo. Donc, l'habillement, l'esthétique. Hein. L'art aussi va connaître une révolution. Avant, avec quoi ils faisaient de l'art? Ça, même moi, j'ai doute, hein, du XVIIIe siècle de l'art. Je pense véritablement cet art va se développer à la fin du XIXe siècle parce que arrive le canif, hein, pour faire des incisions dans le bois. Et puis le Bushinenga a plus de temps pour développer son art, son harmonie de vie, etc., que pendant le marronnage où il fallait fuir, quoi. Donc l'art se transforme, la peinture arrive. Progressivement, dès les années 20, j'ai des traces, mais c'est véritablement après la Seconde Guerre mondiale, surtout avec la mise en place des centres administratifs de Maripa Soula et de Papa Ishton, voilà, qu'ils vont mettre en place la peinture. Alors, aujourd'hui, il y a un discours sur l'art. Donc là aussi, il faut nuancer. Je ne condamne pas ce discours. Hein. Mais il faut comprendre qu'à l'origine, c'était... Enfin, surtout la couleur le rouge signifie ça, le vert signifie ça. Non, c'est une évolution, c'est une adaptation, comme dit Sally Price. L'art, le tembé, c'est un art qui s'adapte. Et c'est vrai, elle a tout à fait raison. Moi, je ne critique pas le discours de nos artistes sur leur tembé. Hein. Au niveau de la couleur, hein, je ne parle pas de la signification de ce qui est représenté. C'est au niveau de la couleur, je parle. Mais là, la couleur arrive. Les trois couleurs qui existaient, c'était quoi? Le noir, ils obtenaient avec quoi? Du charbon, mais ça, c'est pour les éléments ritueliques. Le blanc, c'est le pemba, le kaolin, élément rituelique. Et le roucou, c'est le rouge.
élément d'hériter encore. Donc, vous voyez, c'était les trois. Et même si un objet était badigeonné, enfin, c'était à l'intérieur des maisons, c'était pas à l'extérieur. Mais c'est en gros dans les hôtels enfin, la petite maison, l'hôtel familial, etc. Ou les obiaman, hein, donc. Je vais vers la fin. Donc, autre élément peut-être que j'aimerais évoquer, c'est la transformation aussi des pratiques capillaires. Eh oui, c'est vrai, à l'époque, ils ont utilisé. Là, l'art de Jean Huro reflète un petit peu les éléments que les Bushinengue utilisaient pour se coiffer. Mais les cheveux vont connaître une petite grande révolution à partir des années 60, 80 surtout, avec l'introduction du fer à cheveux. Eh oui, j'ai des familles qui avaient ça. À Bonneville, par exemple. Mais pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui utilisait. Mais ça aussi, ça a joué un rôle. Et puis, l'arrivée aussi des produits. Hein, dès les années 60, la graisse, là, pour les cheveux. Bon, on va abonder l'huile de carapate. Enfin, petit à petit. Même si les figures dessinées sont les mêmes qu'aujourd'hui. Hein, mais il y a une mutation au niveau des pratiques. L'hygiène de vie change également. Hein. Avant, le Bushinengue, et mon cousin peut en témoigner, même encore dans les années 80, pour se brosser les dents, c'est avec quoi? C'est avec le sable fin. Et puis, dentifrice qui arrive, dentifrice arrive, brosse à dents. Ça aussi, ça a transformé. Lotion, dès début 20e siècle, le parfum commence aussi. Avant, non. Hein, bon, voilà, transformation de ces sociétés dans leur manière de vivre, d'être, et puis ces transformations vont s'accélérer à la fin du XXe siècle. Hein, et l'autre date, si on prend fin 19e siècle comme premier processus de transformation, on peut prendre comme date encore les années 60, deuxième séquence, et troisième séquence, ce sont les années 90. La guerre civile va jouer un rôle. Hein, de la guerre civile au Suriname, dans peut-être, est-ce qu'on peut parler de recul, je ne sais pas, mais en tout cas, ça a perturbé la vie des populations du fleuve Maroni. Hein, les populations d'Uka qui se trouvent à Charvin étaient bien, apparemment, enfin, au Suriname, sans problème, quoi. La guerre civile déstructure, déstabilise, déracine ces populations-là. Il faut maintenant qu'elles s'adaptent. Hein, y compris les Aloukou qui étaient loin de cette guerre, sont affectés, y compris les Pamaka, les Djuka. Bon, bref, c'est une guerre les Sahamaka de l'intérieur. Et puis, fin 19e siècle, la nouvelle donne, c'est que les Marrons du Suriname arrivent en Guyane française, les Sahamaka par exemple. C'est la fin du 19e siècle pour l'activité aurifère. Mana, Sinamari, Oyapok, voilà, bon, etc., Kourou. Et ces populations vont jouer un rôle dans le transport de marchandises, etc., et fonder des familles au niveau de l'Oyapock, par exemple, dans la région de Tampak. Bon, bref, on a des archives qui montrent. Hein, et puis, les Djuka, pareil, fin 19e siècle. Hein, ils s'installent progressivement le long du Maroni par rapport à l'activité aurifère. Voilà, et puis, je vais vers la fin. Donc, aujourd'hui, problématique de l'intégration de ces populations dans la vie urbaine. Hein. Pourquoi? Parce que scolarisation tardive aussi, et en même temps, intégration tardive des marges de la Guyane dans le processus de développement de ce territoire. Quoi. Et d'où les difficultés qu'on rencontre. L'école, certes, a joué un rôle dans l'insertion de ces groupes, mais j'ai l'impression que l'école n'est plus l'ascenseur. L'appropriation de l'école par ces groupes-là a diminué. Je trouve qu'il y a une faible appétence de plus en plus des nouvelles générations. Peut-être ça va changer, hein, mais je constate, j'observe. Et puis bon, aujourd'hui, les phénomènes de la drogue, bon, même si toute la Guyane, on a dit, est gangrénée par ce processus, mais bon, en tout cas, c'est un phénomène qui perturbe un petit peu cette jeunesse-là, tout de même. Donc, il faut qu'on soit vigilant par rapport à ça. Et puis, peut-être, ce que les Bushinengue ou les Amérindiens sont en train de vivre, et même les créoles de l'intérieur aussi sont en train de vivre, c'est comme, je pense, c'est très bien reflété dans l'ouvrage de Jean-Pierre Le Goff, La fin du village, une histoire française.
Et ça, on a cette difficulté-là. Hein, des populations qui vivaient en connivence avec leur environnement. Eh bien, aujourd'hui, cet environnement est perturbé, le capitalisme qui est arrivé, donc il faut s'enrichir, il faut avoir de l'argent. Et puis, l'idée du respect de la nature que ces groupes avaient a tendance à diminuer. Mais il faut avoir de l'espoir, je pense que ça ira de mieux en mieux. L'école va jouer un rôle et j'espère que la Guyane aussi, la rencontre, l'espace public qui permet à ces groupes de se rencontrer et de se découvrir parce que c'est l'inconnu qui fait peur en fait. J'espère qu'il y aura une meilleure compréhension de l'autre en Guyane pour pouvoir construire ce territoire. Voilà, je m'arrête là.